c'est le fait de vérifier que le contrat suit bien un standard défini, et que parce qu'en fait, quand on parle de NFT, en fait, ça veut tout et rien dire. Enfin, ça veut surtout rien dire. Parce qu'on part du principe que le contrat, il suit le standard, mais en fait, le standard, tu lui rajoutes une ligne de code et il se comporte plus du tout de la même façon. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Naiko, Naiko, bienvenue dans le show. Bonjour à tous. Bonjour Robert. Et merci pour l'invitation. Pas de souci. Naiko, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je suis un artiste slash hacker dans le monde des NFT depuis août 2020. Ça va faire 2 ans. Et bah, je crée de l'art qui utilise justement mes connaissances en hacking, etc. En gros, le but, c'est de créer de l'art qui pourrait pas exister en dehors de la blockchain, quoi, de justifier l'utilisation des NFT et d'éviter de les avoir juste comme un cadre dans lequel on met de l'art, mais d'en faire vraiment l'objet d'art, si ça a du sens. Ok, donc ok. Merci pour l'introduction. Donc c'est intéressant en fait, c'est un mélange en fait art et hacker. Donc qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde NFT? Alors moi, à la base, j'aime bien programmer, j'aime bien l'ingénierie et j'aime bien l'art. J'ai toujours hésité entre les deux. Et justement, j'ai toujours essayé d'allier en gros toutes mes connaissances pour créer des choses. Avant les NFT, j'étais plus dans les animatroniques. Je sais pas si tu connais. En gros, Non, c'est de la non. robotique, quoi, on va dire. C'est de la robotique, mais pour l'art, on va dire. Et je sais pas, quand j'ai vu les NFT, c'était évident que c'était ce que je voulais faire parce qu'en gros, c'est le milieu où je peux utiliser tout ce que enfin, où je peux utiliser au mieux tout ce que je sais faire, c'est-à-dire la programmation, le design, l'art, et en plus, il y a un levier énorme qui est le levier numérique, qui est en gros, il n'y a pas besoin d'un investissement énorme dès le départ. Par exemple, voilà, si je reviens sur les animatroniques, pour en faire un, eh ben, il faut acheter du silicone. Le silicone, ça coûte cher. Il faut D'accord. acheter des moteurs. Voilà, tout ça, c'est de l'investissement. Et ben, un programme à coder, ça coûte rien en fait. Enfin, il faut un ordinateur évidemment, mais bon, de nos jours, en France, tout le monde en a un, quoi. Donc c'est un levier énorme en termes de rien que financier, quoi. Ok, donc en fait, c'est toi ce que t'as eu une appétence en fait sur le fait que tu voyais ça, tu voyais que c'était un outil qui était simple à utiliser et qui en gros qui démocratisait un peu l'art que toi tu essayais de créer. Ouais, c'est ça. Alors pour moi, du coup, c'est simple parce que on va dire, je suis natif digital, comme on pourrait dire. Genre, j'ai eu un ordi depuis que je suis tout petit, quoi. Donc c'est un outil sur lequel je me sens à l'aise. Et en plus, ouais, comme je disais, il y a un levier énorme. On peut créer de belles choses, on peut créer des choses. Euh, je veux dire, par exemple, si je le prends d'un point de vue hacker, Oui, euh, en mettant, par exemple, pour donner des exemples de choses que j'ai fait, j'ai mis des œuvres d'art que j'avais faites sur des plateformes, par exemple sur la page d'accueil de grosses plateformes NFT, quoi. d'accord. Euh, et donc, bon, c'était rien de bien méchant, évidemment, les plateformes m'en ont pas voulu, mais au contraire, je m'entends bien avec elles. Mais ce que je veux dire, c'est on peut voilà, atteindre des audiences énormes, faire des choses qui peuvent paraître des choses pour lesquelles il faudrait des équipes entières dans la réalité, quoi, pour faire ce genre de choses. Et on peut le faire depuis sa chambre, tu vois, avec un ordi, quoi. Le digital en général, en fait, c'est un levier énorme. D'accord. Là, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, si j'ai bien compris, tu disais que tu as un peu hacké des front pages de Marketplace, c'est ça? C'est ça, ouais. Et quand tu le faisais dans quel but? Alors, il y avait deux buts. Il y avait le premier qui est, on va dire, le plus classique, qui est de soulever une vulnérabilité. Donc, je vois une vulnérabilité sur un site. Voilà, pour donner des exemples que les gens comprennent un peu, par exemple, j'ai hacké Super Rare, Rarible, Foundation, Iketnunk. Voilà, peut-être qu'il y a des noms qui vous disent quelque chose. Et en gros,
Donc le premier but déjà, c'est de relever une vulnérabilité pour que les plateformes puissent les corriger, parce que surtout à l'époque, donc en 2020, il n'y avait pas trop de bug bounty dans le milieu. Il y avait énormément d'argent qui commençait à circuler, surtout début 2021, et pas encore trop de sécurité. Et donc en fait, et encore maintenant, je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais bon. Enfin, pas au niveau des plateformes. Maintenant, c'est plus les utilisateurs les problèmes. Mais à l'époque, c'était plus les plateformes. Et Mhm. les plateformes, elles gèrent l'argent des utilisateurs, quoi. Donc voilà, je voulais en gros améliorer la sécurité de tous, tout D'accord. en, comme je disais avant, moi, ça me permettait d'atteindre une audience évidemment beaucoup plus large que ce que j'avais. Et ça faisait euh, un peu à la Banksy en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé Banksy des NFT. Je pense que, enfin, c'est pas ce que je recherche, mais dans ce type de performance particulière, c'est un peu le même but, quoi. C'est qui est d'afficher l'œuvre aux yeux de tous sur un endroit où tout le monde va, quoi. Euh, et bon, évidemment, j'essayais de faire des œuvres intéressantes. D'accord. Du coup, toi, tu disais que les marketplaces, en fait, elles n'avaient pas trop mal pris parce que, en fait, tu le faisais dans un but de montrer qu'il y avait une faille, qu'il fallait la corriger. Et donc, du coup, finalement, quand tu faisais ça, est-ce que derrière tu les contactais pour dire regardez ce que j'ai pu faire, donc il faut corriger et voilà la faille à corriger, ou est-ce que tu attendais qu'ils reviennent vers toi? Comment ça se passait après? Ouais, alors pour donner un exemple d'un bug bounty classique, donc pour expliquer aussi pour les gens qui connaissent pas les bug bounty, c'est en gros quand tu as un pen tester, donc un hacker gentil, trouve une faille sur un site. En général, il y a un programme qui est fait par l'entreprise pour rémunérer ce genre de faille. Et en gros, tu es censé envoyer la faille par mail ou sur la plateforme directement, donc pas la rendre publique pour éviter que quelqu'un l'exploite entre-temps, qu'elle soit fixée. Et ensuite, tu es rémunéré sur une échelle, quoi. Et moi, ce que je faisais, évidemment, je faisais pas ça. Euh, ce que je faisais, c'est que j'exploitais la faille. Donc, voilà, mettons, je pouvais mettre une œuvre d'art sur la page d'accueil d'un site. Et en gros, normalement, enfin, et en parallèle, au même moment, en fait, j'envoyais la faille par mail ou autre contact Twitter D'accord? aux développeurs ou à la plateforme pour qu'ils Ok. fassent le site. Mais évidemment, je joue sur le fait que le temps qu'ils corrigent l'erreur, Oui, ça te fait de la et ben, visibilité. voilà, donc c'est éphémère évidemment, mais et aussi je faisais toujours très attention à ce que la faille ce soit pas une faille critique immédiatement quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait l'exploiter, mais déjà la personne qui l'exploitait, fallait qu'elle sache comment faire. Donc en fait, on pourrait argumenter, tu vois, et dire, elle aurait pu le faire avant même que moi je le fasse. Le fait que moi je l'ai fait, ça va pas changer grand-chose à part lui montrer qu'elle est là, mais bon, si elle avait bien cherché, elle l'aurait trouvé. C'est ce que je veux dire. Enfin, du coup, oui, pardon, les plateformes en général, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles proposaient de me rémunérer a posteriori. Bon, j'en ai refusé pas mal parce que justement, je trouvais que pour moi, tu es rémunéré, donc tu acceptes une bug bounty si tu suis un peu le, le chemin normal, c'est-à-dire que tu envoies la faille avant, quoi. Et surtout, tu l'exploites pas à partir du moment où tu l'exploites. Je Oui, trouve ça un peu malvenu d'accepter de l'argent ou de l'Ether pour une faille que tu as remontée. d'accord. Justement, moi, je me disais que la rémunération, elle venait de l'œuvre que je mintais, qui était liée à la performance, quoi, que éventuellement je Ok. mettais sur la page d'accueil ou autre, quoi. Ok, je comprends ta vision. Et du coup, en termes de performance, globalement, lorsque tu exploitais en fait ces vulnérabilités, tu mettais en fait ton NFT en fait en front page. Derrière, il y avait enfin, ça envoyait du jus. J'imagine que oui. Est-ce que ça, c'était performant pour toi? De quel point de vue? Du point de vue en fait, parce que bon, la marketplace, elle fait l'intermédiaire entre des artistes et des collectionneurs. Et donc du coup, toi, tu te mets donc en front page de cette marketplace. Est-ce que du coup, ça a attiré plus de collectionneurs sur tes œuvres? Est-ce qu'en gros, Ouais, alors ça t'a généré du trafic et des ventes, etc.
Ce qui se passait en général, c'était que c'était plus sur Twitter en fait. Ce que je mettais sur Twitter après, c'était voilà, allez sur Harible, vous allez voir mon œuvre quoi. Et les gens y allaient, la voyaient et après retweetaient, disaient wow, qu'est-ce que ça fait là quoi par exemple. Ouais, C'était plus par ce biais-là parce que d'accord. enfin, après, ça dépend. En fait, chaque hack est différent, mais il y a pas mal de hacks où en fait, il y a pas spécialement de lien. Et moi, je signe pas mes œuvres. En fait, tu voyais juste l'œuvre et tu pouvais la regarder, mais tu pouvais pas cliquer pour aller sur mon profil ou un truc comme ça, quoi. Enfin, ça dépend des hacks, mais la plupart, c'était comme ça. Donc en fait, il fallait savoir que c'était moi. Tu voyais juste une œuvre sur la page d'accueil et donc, tu te disais, c'est quoi ce truc-là, en plein milieu de la page, quoi, posé à l'arrache. Mais c'est tout. Alors que si tu venais de Twitter, en fait, tu voyais, en général, c'était plus avec les retweets, etc., quoi. D'accord. Ok. Et donc ça, c'est août 2020. Tu as pratiqué ça de août 2020 jusqu'à combien de temps à peu près? D'ailleurs, est-ce que tu continues à le faire? Bah, j'ai pas officiellement arrêté. Je sais plus quand Ok. c'est mon dernier, mon dernier hack de plateforme. Après, pour être honnête, ça m'arrive de regarder régulièrement. Enfin, je peux pas résister. En fait, c'est quand tu es sur un site et tu sens il y a un truc qui va pas. Bon, bah, tu jettes un petit coup d'œil. Mais après, D'accord. ça fait longtemps que j'ai pas exploité quoi que ce soit. En fait, donc ça, c'était, comme j'ai dit au début, j'ai eu une grosse période là-dessus. En fait, c'était la période où, comme je disais, je sais coder, mais j'avais pas encore bien regardé Solidity, donc qui est le langage de développement des smart contracts. Et je réalisais pas le pouvoir le vrai pouvoir des NFT en fait, la vraie raison pour laquelle les NFT sont cool en fait. Enfin, D'accord. ou en tout cas la vraie raison pour moi. Évidemment, il doit y avoir d'autres raisons pour d'autres gens, mais la vraie raison pour laquelle pour moi les NFT sont hyper cool et sont vraiment comment dire, un canvas, un vrai support nouveau, c'est les smart contracts et le fait que ton œuvre puisse réagir à des choses, que l'œuvre puisse être même une performance. Tu vois, j'ai fait par exemple une œuvre qui s'appelle Vitruvian Androgyne, où en gros, je l'ai minté, puis ensuite je l'ai burn. Donc en théorie, quand tu le burn, tu l'envoies à l'adresse 00 Mhm. et Oui. en gros, bah, le principe c'est que tu peux pas la ramener, quoi, les burn. Oui. Et j'ai réussi à la ramener à la vie, entre guillemets, à la faire retransférer à moi. Et donc D'accord. là, par exemple, évidemment, c'est une œuvre visuelle, hein, mais en soi, on pourrait même dire que l'œuvre, c'est les transactions, tu vois, c'est les transactions sur la blockchain. C'est la performance de l'avoir mint, puis burn et ramener à la vie, quoi. Et je lis ça au Faut, visuel. En fait, le visuel, après, il est lié à ce narratif-là. Mais en soi, je veux dire, même si le visuel disparaissait un jour, pour moi, la je comprends. performance artistique, elle est encore là. Je comprends. Là, du coup, est-ce que tu peux en dire plus de comment tu as fait pour la partie, donc pas mint et puis pas burn, mais sur je burn et ensuite ça revient vers moi. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau-là? Ouais, alors sans entrer dans les détails techniques, en gros, ce qui se passe, c'est que la manière dont on pense que les NFT fonctionnent, eh ben, c'est pas la vraie manière dont les NFT fonctionnent. Et ça, c'est en fait, pardon, si on revient sur les hacks, en général, c'est souvent ça, c'est une différence entre ce que les gens s'attendent à voir et ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que ce qui se passe vraiment dans le contrat, euh, c'est qu'il y a une fonction qui vérifie que les tokens existent, elle s'appelle littéralement exist, et en gros, elle est utilisée quand tu mint, et en gros, tu ne peux mint. Ça, par exemple, ça c'est sur l'implémentation, pardon, c'est sur l'implémentation standard des NFT par OpenZeppelin, qui est une grosse entreprise, et qui était utilisée à l'époque beaucoup sur beaucoup de plateformes, notamment Rarible. Et donc, comme je disais, quand tu mintes, le contrat va vérifier que le token existe déjà. En gros, tu peux pas minter un token qui existe déjà. Ça paraît logique. Sauf que la fonction existe. La manière dont elle fonctionne, c'est que elle regarde juste par qui. euh, Enfin, est-ce que le token appartient au wallet 0x000?
Pourquoi? Parce que quand tu mintes, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui mintent ou ceux qui regardent les transactions un peu, mais quand on mint, en général, c'est le standard, ça passe par une transaction du NFT qui va de l'adresse 0x0000 à l'adresse du premier wallet. Quand on regarde une transaction de mint, Oui, c'est toujours ça, en fait, ça va de 0 oui. à soi. Donc, en théorie, en vérifiant que le NFT n'est pas owned par l'adresse 0, on vérifie qu'il n'existe pas. Sauf que il se trouve que l'adresse de burn à l'époque c'était 0x00. Donc quand tu burn, tu l'envoies à 0x00 et donc le contrat considère que le token n'existe plus. Bon, ce qui en soi pourrait être valide, mais du coup tu pouvais le reminter parce qu'en fait il n'y avait rien qui empêchait ça parce que ce qui empêchait de mint un token c'était qu'il existe. Or, pour qu'il existe, il fallait qu'il soit own par une autre adresse que l'adresse 0. S'il était own par l'adresse 0, c'est qu'il n'existait pas, et donc tu pouvais le reminter. Et techniquement, cette faille, entre guillemets, par exemple, elle existe, voilà, je vous donne de l'alpha, elle existe sur, enfin, je sais pas si c'est une faille, mais elle existe sur les Bored Apes, par exemple. Et il n'y a rien qui l'empêche. Le jour où il y a quelqu'un qui enverra un token, un Bored Ape à l'adresse 0000, on pourra le reminter, c'est-à-dire que je pourrais me le transférer à moi, quoi. Mais ça n'arrivera pas en théorie, puisque maintenant les fonctions burn, par exemple si tu vas sur OpenSea et que tu veux burn un token, ça n'envoie plus à l'adresse 0x0000, j'imagine pour ça, ça l'envoie maintenant à 0xdead, pour simplifier, qui est une autre adresse de burn. Oui. Et ça a changé en fait, à l'époque c'était pas comme ça. Ok. Mais donc, la condition également, il faut que le contrat te permet de minter. Parce que si le contrat, en gros, est en pause, tu peux plus minter. C'est ça, mais en fait, et ça c'est un truc qui est, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que ce que les gens pensent que les NFT font, c'est pas la réalité. C'est qu'en fait un contrat, il peut faire ce que je veux. Le contrat, il fait que ce que je lui dis de faire. J'ai fait une conférence il y a pas longtemps, il y a un Twitter thread justement où j'en parlais, où je comparais un NFT, une collection de NFT, on va dire le smart contract qui gère les NFT, à quelqu'un dans un call center qui a une page devant lui, là, où ils ont tout ça dans les call centers, là, les pages où il y a en fait une sorte de scénario, quoi. Tu Oui. lui demandes quelque chose, le gars, il va pas réfléchir à sa réponse. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est lire sa feuille. Et en fait, cette feuille-là, c'est le code du smart contract. Et cette feuille-là, elle peut dire ce que tu veux, quoi. Si tu veux que quand tu transfères le NFT, ça en transfère deux, par exemple, au lieu de juste un, mais mettons, tu as deux Bored Ape, tu vas en transférer qu'un, tu fais transfert de un NFT, si dans le contrat, il y a marqué que ça en transfère automatiquement deux, si tu en as deux, ça va le faire, tu vois. Évidemment, il n'y a aucun contrat NFT qui est écrit comme ça, parce que sinon, ça serait scandaleux. Mais c'est que du code, en fait, tout ça. Le code, il change. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'était le standard donc, qui a été écrit par OpenZeppelin. En fait, surtout de nos jours, toutes les plateformes, tous les contrats, tous les projets font un petit peu différent. Tout le monde utilise un standard à la base, mais après, les gens rajoutent leur propre chose. Et en fait, le contrat, tu peux lui faire faire ce que tu veux, hein. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'OpenSea rajoute ou d'autres plateformes aussi, c'est le fait de vérifier que le contrat suit bien un standard défini et que parce qu'en fait, quand on parle de NFT, en fait, ça veut tout et rien dire. Enfin, ça veut surtout rien dire. Parce qu'on part du principe que le contrat, il suit le standard, mais en fait, le standard, tu lui rajoutes une ligne de code et il se comporte plus du tout de la même façon. D'accord. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, le smart contract, en fait, ça fonctionne en mode si condition alors action. Et ça, en fait, en fonction des lignes de code que tu mets, en fait, tu vas créer des nouvelles conditions, des nouvelles fonctions, etc. Là, moi, c'était plus sur le côté de ce que tu viens d'évoquer, en fait, en gros, que techniquement, tu peux minter à partir du moment où, en fait, le NFT, en fait, il a été burn à l'adresse 00. Il faut également que le contrat te permet de minter encore. Ah oui, Si le contrat en gros, parce qu'en gros, c'est le contrat qui régit la vie de tous les NFT. Donc, en gros, quand tu veux regarder, d'ailleurs, en fait, c'est ce qui permet de voir que, en gros, le NFT, en fait, il est passé de tel propriétaire à tel propriétaire. En fait, ça interagit toujours avec le smart contract d'origine. Mais du coup, le smart contract, si lui ne permet plus de minter, en fait, c'est comme si, en fait, la vulnérabilité, elle n'était pas disponible. Si c'est tu ça. sais qu'en fait, si elle est à Typiquement, zéro,
typiquement, les CryptoPunks, ils auraient la même faille s'il n'y avait pas une ligne. Il y a une ligne dans justement la fonction mint de CryptoPunk qui dit une fois que la période de mint est passée, on ne peut plus minter, quoi. Donc, par exemple, dans les CryptoPunks, ça ne marche pas. Mais typiquement, dans les Bored Ape, alors je n'ai pas essayé j'aurais pu tester dans une sandbox et des choses comme ça, quoi. Mais en regardant le code, je vois rien qui bloque le truc. Qui bloque, ok. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que techniquement, on peut toujours minter en gros, tous les Bored Ape ont été mintés, mais techniquement, s'il y a par exemple un token qui est envoyé à l'adresse 0 qui est burn, bon, on va dire, on ne sait pas qui ferait ça, Ça mais bon, n'arrivera jamais, si quelqu'un le fait, techniquement, ce que tu dis, c'est que dans le contrat initial, rien n'empêche de reminter un nouveau token. C'est ça, okay. Exactement. C'est clair. C'est clair pour moi. Merci déjà, merci pour cet alpha, et 2, merci pour l'explication, parce qu'en fait, le mint burn retour, en gros, moi, je me demandais comment ça fonctionnait. En fait, l'explication, elle est très logique. Et donc, pour donner un peu de matière pour les personnes qui ne savent pas ce que la partie burn, en fait, tout est sur la blockchain. Tout se passe sur la blockchain. Et en fait, on parle de burn parce qu'en fait, on parle d'une adresse où personne n'a la clé privée en fait pour interagir avec ce wallet là. Et donc du coup en fait c'est devenu un standard d'envoyer à l'adresse 0, mais avec la vulnérabilité que tu viens d'indiquer, sûrement en fait que y a des nouveaux le burn va être vu en fait sous un nouveau standard, qu'en fait que l'adresse 0 ne sera plus l'adresse standard du burn, peut-être. C'est ça. Aujourd'hui, je te dis, c'est 0xDead qui est utilisé et qui, du coup, ça enlève tout ce problème-là puisqu'on a une adresse différente pour tous les tokens qui n'ont pas encore été mintés et une autre adresse pour tous les tokens qui ont été burn. Et c'était ça, en fait, la partie importante parce qu'avant, l'adresse où les tokens n'étaient pas encore mintés et ceux qui avaient été burn, c'était la même adresse et en fait, on ne pouvait pas faire la différence entre un token qui avait été burn et un token qui avait été déjà pas encore minté. Ça a beaucoup de sens, Et du coup, là, en fait, je suis en train de réfléchir à chaud. Je suis en train de me dire que je vois aucun scénario où, en fait, finalement, pour le dire autrement, le seul moyen, en fait, de pouvoir utiliser cette faille, ce sera, en fait, sur des collections qui n'ont pas eu plus ou moins de validation du marché. Parce que je vois pas, en fait, un scénario où quelqu'un, en fait, détient un token qui a de la valeur et va le burn, en fait. Oui, enfin, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la fonction burn, en général, il y a des fonctions burn sur les contrats, c'est-à-dire que tu peux appeler une fonction sur le contrat qui va transférer l'adresse à l'adresse 0. Mais en fait, ce qui se passe de nos jours, c'est que si quelqu'un veut burn un token, il va pas utiliser cette fonction-là, il va le burn en allant par exemple sur OpenSea, en faisant il va cliquer à un endroit où il y aura marqué burn, tu vois. Et OpenSea directement va proposer de burn à l'adresse 0xDead. Donc en fait, le problème entre guillemets, il est corrigé côté interface utilisateur. Et je pense j'ai pas de stats là-dessus, mais je pense qu'il y a personne qui utilise la fonction directement dans le contrat. Donc a priori, je vois le truc comme clos. Hein. D'accord. Mais après, il y a aussi parce qu'en fait, là, tu parles interface utilisateur. Moi, j'ai vu des projets, bon, c'est pas d'hier, hein, c'est plus sur 2021. Je vois des projets, en fait, qui introduisaient un mécanisme de burn, en fait, c'était soit, en gros, globalement, l'idée, c'était de rendre une supply encore plus limitée. Mais en tous les cas, dans les instructions, c'était envoyer le token, en fait, à cette adresse, quoi. Donc, il n'y avait pas le côté en fait interface utilisateur simple. Vous allez ici, vous cliquez que permet OpenSea. Oui, je peux donner 2 exemples. Enfin, le premier, je peux pas dire ce que c'est, mais effectivement, j'ai relevé une faille dans un contrat, un gros contrat d'ailleurs, avec un floor genre plus d'un Ether, encore aujourd'hui, qui utilisait justement un mécanisme de burn. En gros, tu burnais ton token pour en obtenir un autre, sauf que après, justement, tu pouvais le reminter et du coup le reburn et le reminter, le reburn, et en fait à chaque fois tu pouvais drain complètement le truc, quoi, sauf qu'il n'y avait pas de limite de mine, donc en fait juste t'aurais été riche. Et donc ça par exemple, tu vois, je l'ai pas exploité et là j'ai effectivement été rémunéré. Mais bon, tu vois, pour le coup c'est logique parce que tu remontes un bug, tu exploites pas, tu fais un travail de pentester, quoi. Et le deuxième cas, mais qui est pas un bug, hein, c'est juste pour dire ça aurait pu en être un, c'est je pense le plus connu, ça va être Pack,
qui a le système de hash. Je sais pas si tu connais bien. Mais en gros, Pac, il a un peu cette... Donc c'est un artiste, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a un peu créé ce projet artistique qui s'appelle Hash. Et en gros, quand tu burn un token, n'importe lequel, tu reçois des hash, donc de la cendre, qui est censée être une monnaie que tu peux utiliser pour acheter des tokens à lui, quoi. Donc voilà, c'est une performance artistique. Et du coup, effectivement, la première question que je me suis posée en voyant ça, c'est que je me suis dit, mais attends, si je peux mint et reburn et mint... Ah oui, pardon, un twist intéressant, c'est que les tokens de Pac que tu burn te donnent plus de hash. En gros, ces créations à lui ont plus de valeur, te donneront plus de cendres. Et donc, en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah attends, si je prends un token de Pac, que je le burn, que je le remine, que je le burn, que je le reminte, je vais me faire plein de hash, alors que les autres, ils pourront le burn qu'une seule fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en gros, c'était une faille, mais en fait non, parce que quand tu regardes le contrat, il burn bien à l'adresse 0xDead. Tu vois, c'est un exemple en fait où ça aurait pu aller très mal, ou si en fait ça burnait à l'adresse 0x0, bah, tout de suite tu as un truc où en fait tu peux mint burn à l'infini et obtenir énormément de hash, quoi. Ce que tu aurais pu faire avec un token, tu peux te créer ton propre contrat, tu vois, où ça marche, mais en fait vu que c'est pas un token de Pac, tu aurais obtenu moins de hash, donc en fait c'est juste pas rentable parce que la valeur de hash est faite d'une manière où ça n'aurait pas été rentable. D'accord. Désolé, c'est beaucoup d'informations, mais en Ah gros... non, non, du tout, c'est hyper intéressant. C'est justement pour ça que je creuse et je pose des questions, enfin je continue à te poser des questions dessus. Sur le côté... sur le côté, tu indiques en fait qu'il y a une fonction burn au niveau du contrat. Donc ça sous-entend que si ça avait été intégré dans le contrat, il y avait potentiellement en fait une sorte d'interface utilisateur qui était disponible pour dire bah en fait voilà la procédure pour burn et donc allez sur cette URL et faites la procédure. C'est ça qu'il faut entendre? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, moi, quand je parle de fonction sur le contrat, en général, je parle d'interfacer avec cette fonction avec Etherscan, mais tu pourrais utiliser n'importe quoi d'autre. C'est en gros, le contrat, il a des fonctions. Et ce qui se passe quand, par exemple, tu vas sur OpenSea ou, par exemple, là, sur le site qui était dédié, c'est que tu as juste un bouton où il y a marqué burn et après, c'est tout qui est fait par MetaMask qui appelle la fonction, etc., quoi. C'est hyper clair. Ok. Parce qu'en fait, je voyais pas le unique intérêt d'avoir en fait la fonction dans le contrat, c'était en fait de l'appeler en fait Oui, oui. d'un navigateur. Pourquoi je parle de fonction dans le contrat, c'est que par exemple, la fonction burn d'OpenSea, ce n'est pas une fonction dans le contrat. C'est en gros, c'est tu envoies ton token. En gros, tu vas cliquer sur burn sur OpenSea et OpenSea va lancer une transaction dans MetaMask pour envoyer ton token à 0. Mais c'est une fonction. En gros, tu appelles la fonction transfert du contrat. Et tu pourrais transférer à n'importe quelle adresse. Juste OpenSea qui dit à MetaMask, j'aimerais appeler la fonction transfert à l'adresse 0xDead pour cet utilisateur, et après ça pop sur ton MetaMask. Et la différence avec un smart contract, où c'est pas, où par exemple là dans le truc de Pac, c'est pas la fonction transfert qui est appelée, enfin, mais bref, c'est plus compliqué, c'est une fonction écrite spécifiquement pour burn. En gros, une fonction qui pourrait s'appeler burn, qui fait la même chose que transfert, juste elle fait. Tu n'as pas de paramètres, en gros. Tu peux pas les transferts à. Tu peux pas jouer dessus, en gros. Tu l'appelles et par défaut, ça va, oui. Ok. Pour OpenSea, en gros, pour simplifier, en gros, OpenSea, ils ont essayé de contourner le fait qu'ils n'avaient pas cette fonction originellement dans leur contrat en jouant avec l'option transfert qui, en fait, transfert, c'est tu joues avec des variables. Et ce que tu dis, c'est que, en fait, dans le cas de Pac, c'est dans le smart contract, en fait, c'est une fonction à proprement parler, il n'y a aucune variable. En fait, c'est quand tu l'appelles, ça fait ça par défaut. Oui, c'est ça. Enfin, bah, c'est plus compliqué, mais c'est ça dans l'idée. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est des choses que je connaissais pas du tout. Donc, merci pour ces infos-là. Aujourd'hui, comment tu approches ta vision? Parce que là, désolé, je parle pas trop de ta partie artistique. On peut flip dessus juste après. Mais je trouvais vachement intéressant le côté. En fait, moi, quand tu as dit en fait dans l'intro, je suis en fait hacker et artiste. En fait, le côté hacker, il m'a tout de suite, parlé. Donc, du coup, c'est pour ça que là, la discussion, elle va plus dans ce sens-là. En termes hacking, du coup, j'imagine que toi, tu passes du temps en fait à lire des contrats,
à essayer de comprendre peut-être éventuellement l'apport en fait de nouvelles fonctions sur de nouveaux contrats, peut-être t'intéresses aux nouveaux standards. Comment est-ce que ce que je viens de dire est vrai ou est-ce que c'est vraiment en fait de manière aléatoire en fait tu tombes sur un projet en fait tu vas t'intéresser peut-être dans ton process de est-ce que ce projet est intéressant en tant que collectionneur et c'est comme ça que tu trouves des failles ou c'est plus sur un côté t'es assez alerte sur ce qui se passe sur le marché. Non, non, je suis vraiment pas dans de la veille ou des choses comme ça. Par D'accord. contre, bah, comme tous, voilà, tu vois, j'ai un fil Twitter avec bah, pas mal de développeurs, mais bon, aussi pas mal d'artistes. J'ai des Discord où, en fait, c'est en parlant à des gens, tu vois, tu as quelqu'un qui va te dire ah, mais il y a ce truc-là, et donc je vais regarder. En fait, c'est toujours de fil en aiguille, ou alors, comme tu dis, je vais collectionner. Par exemple, je vais avoir un token avec de l'art fractionnalisé et je vais me dire, bah tiens, est-ce que ça marche vraiment, quoi? Est-ce que, tu vois, parce que j'ai pas envie de me faire moins entuber, donc je vais aller regarder le contrat. Et par exemple, en Ok, regardant le contrat, je vais voir, ah mais attends, là, il y a une faille, donc je le remonte. Les failles de contrat, j'en ai, enfin, à part le truc du burn, j'en ai pas spécialement exploité parce qu'en fait, c'est rarement, déjà, c'est très difficile à fixe, puisque bah, c'est le principe des smart contracts. C'est rarement inoffensif parce que bah, voilà, d'accord. tu touches soit à des tokens et donc de l'argent, soit à des NFT. Et moi, je veux surtout pas ça, je veux juste faire des trucs cool et marrants, quoi, en fait. Donc c'est pour Ok. ça que je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle en développement le front-end. Donc c'est ce que l'utilisateur voit quand il est sur un site web. Parce qu'en plus, voilà, c'est là que si moi je trouve une faille là-dedans, je peux afficher quelque chose chez l'utilisateur et c'est ça que je recherche souvent. Ou après, côté smart contract, bah, en fait, je vais trouver des techniques, etc. Mais en fait, après, je vais créer mon propre smart contract qui va, par exemple, implémenter cette faille de manière, ou cette faille, cette technique de manière intentionnelle pour qu'en fait l'œuvre trouve une signification dedans, quoi. Je vais toujours allier un hack avec le fond et la forme, quoi. Toujours un hack avec un visuel ou un narratif qui justifie le hack, quoi. Par exemple, dans le cas du D'accord. burn, un peu comme un phénix, quoi. Je mint le token, après je le remint. Donc il a fait le cheminement d'un phénix, on va dire. Ok, ok. Donc là, enfin, comment il s'appelle ce token dans ta collection? Vitruvian, je sais pas si j'écris là, Ah, ok, Vitruvian androgyne, c'est ça. Androgyne. Attends, je vais l'afficher. Donc ça, c'est un exemple Afficher. d'œuvre qui est plus une performance du coup avec la blockchain, quoi. Et c'est plus vers ça que j'ai transitionné là du coup maintenant où je trouve des choses intéressantes à faire avec des smart contracts et je crée une œuvre qui va avec, quoi. Donc c'est celle-là, hein. C'est ça. Donc là, il y a comment dire, tout un narratif avec l'androgyne, donc qui est dans la mythologie grecque, qui a été créé, enfin qui est à l'origine de l'humanité. Ouais. Donc à l'origine, on aurait eu, selon les Grecs, trois sexes. Euh, homme-homme, femme-femme et homme-femme. Donc à chaque fois, en fait, c'était deux personnes collées l'une à l'autre. Et Zeus, en fait, pour punir les androgynes, va les couper en deux. Et en fait, c'est comme ça que l'amour est né, selon la mythologie grecque. Donc ça, c'était vendu, bah, là, tu l'affiches à 6 Tuna. Mais tu vois, si tu regardes, là, on voit bien minter null address, donc 0x0 à Naiko. Ensuite, burn de Naiko à null address. Et ensuite, Et reminter. ici. Voilà. Mais c'est bien le même token, en fait, hein. Ouais. Donc le 5 juillet. Donc là, tu le mintes le 5 juillet. Ouais. Ensuite, le lendemain, tu le burn. Mhm. Et ensuite, Dans la 6 foulée, minutes là. ou 8 minutes après, en fait, tu le fais revenir. Ok. C'est ça. Et sur la page Rarible, on voit même les enchères entre le burn et le remint qui restent, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le même token, quoi. Parce que c'est vrai que pour les gens qui savent pas trop comment ça fonctionne, ça peut paraître un peu compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unique identifiant, qui prend bien son nom d'ailleurs d'un token, la seule manière de différencier un token d'un autre,
c'est son ID. Donc voilà, c'est celui-là. Et donc c'est pour ça que là, par exemple, sur l'URL de cette page, la page web là où tu as OpenSea/asset/Ethereum, bon, pour dire que voilà, c'est sur Ethereum. Puis après, tu as l'adresse du contrat et après, tu as l'ID du token, quoi, hein. Donc Et d'ailleurs, parce que là, je vois que l'ID, il est super haut. Tu as utilisé un contrat partagé? Oui, oui, c'est pour C'est le contrat montrer. Parce qu'en Rarible? fait, voilà, c'est ça, c'est le contrat D'accord. Rarible, parce que c'est ce Ok. que j'expliquais tout à l'heure. Si j'avais fait mon propre contrat, bah oui, je peux faire ce que je veux. D'ailleurs, c'est un peu ce que Pac avait fait sur Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai Hate, compris. je crois que ça s'appelait, où il avait envoyé un token aux gens qui le détestaient, et après il l'avait repris. Euh, Parce qu'en fait, voilà, quand c'est ton contrat, tu peux faire ce que tu Oui, veux. tu Tu fais peux ce que dire, tu veux. voilà, Ok. c'est Là, c'est Naiko appelle le contrat, et il fait ça. Donc, je voulais montrer que c'était possible sur un contrat standard. Et donc, Ok. Rarible utilisait l'implémentation standard d'Open Zeppelin dont je parlais tout à l'heure. Ok. Et après, je vois que tu as frozen les metadata. Ça, c'est pardon, c'est côté OpenSea, ça reste sur IPFS, hein, je sais jamais trop ce que ça veut dire Frozen. Enfin, je En pense gros, que c'est que tu peux Frozen, pas ça veut mettre à juste jour, dire. quoi. Pardon? C'est que tu peux pas mettre à jour Oui, les mais en fait, informations. sur Rarible, tu peux pas mettre à jour de base. Donc j'imagine que c'est juste OpenSea qui automatiquement dit OK. Enfin, ce truc. Honnêtement, le truc Frozen, pas Frozen sur OpenSea, je regarde jamais trop parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux avoir des tokens qui changent by design, tu vois, dans le smart contract. Par exemple, chaque bloc, le token, il change. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est Frozen? Est-ce que c'est pas Frozen? Je sais pas, je pense que c'est plus compliqué que ce que OpenSea veut faire longtemps. Ok. Attends, je vais juste repasser comme ça. Parce que là, en fait, on montrait la partie metadata. Je vais faire une petite transition, parce que comme on est donc là, déjà à Mhm. 40 minutes, j'ai envie de parler avec toi IPFS, parce qu'en fait, j'ai vu que tu as été speaker à NFT NIC, NFT à New York, et tu as évoqué l'aspect IPFS et en quoi, en fait, IPFS n'est pas une solution de sauvegarde. Qu'est-ce que tu peux dire en deux mots sur ça? Bon, évidemment, dans le tweet et dans le talk, je suis un peu, comment dire, edgy, pas faisant exprès, hein. Donc, je vais pas dire que IPFS, c'est pas nul, hein. De toute façon, voilà, moi, j'ai des œuvres sur Oui, bien sûr, IPFS. bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand tu appelles un contrat, le contrat, il te répond en te disant le token, c'est ça. Quand tu lui demandes à quoi ressemble le token, c'est ce qu'OpenSea fait quand il t'affiche le token. Là, lui, OpenSea va demander au contrat à quoi ressemble le token de l'ID là, dont tu as parlé. Le contrat lui répond, il ressemble à ça. Sauf qu'en fait, le contrat, il envoie un lien. Donc, soit tu envoies un lien centralisé, par exemple un serveur Google Cloud ou quoi que ce soit, quoi. Mhm. Mais voilà, le jour où le serveur là il down, bah t'as plus de NFT. Enfin, ou ton NFT il est vide en tout cas. Soit tu envoies un lien IPFS, donc ce que beaucoup dans NFT font. Et en fait, c'est du peer-to-peer. Donc en gros, IPFS, c'est genre un grand network avec plein d'ordinateurs. Et tu envoies une requête à un ordinateur, lui il regarde s'il a le NFT, s'il l'a pas, il demande à un pote à lui, etc. Et ça va dans tout le network comme ça. En fait, ça part du principe qu'il y a au moins une personne dans le network IPFS qui a ton NFT. Ouais. Sauf qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui va héberger 5 mégabits d'image juste pour te faire plaisir. En général, tu payes un service sur Pignata. Et en fait, si Mhm. tu le payes pas, enfin, en gros, tu payes une entreprise, hein, pour avoir des serveurs IPFS. Mais en gros, si tu les payes pas, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tweeté ça, genre, mais moi, je paye pas de trucs IPFS. Oui, tu le payes pas, mais en fait, c'est la plateforme sur laquelle tu as minté qui le paye. Par exemple, si tu as minté sur Foundation ou sur SuperRare, c'est eux qui le payent. Et le jour où ils arrêtent de payer, eh ben, en fait, il n'y a plus de serveur IPFS qui tourne avec ton truc. Alors oui, toi, tu peux avoir un serveur IPFS, enfin un node IPFS, c'est ça qui est bien, c'est que n'importe qui peut l'avoir. Mais en fait, soyons réalistes, c'est que à part toi, qui va le faire? Parce que peut-être le collectionneur, mais tant que Et t'es encore. pas. Si Beeple, à la limite, bon, je veux bien hoster un truc à lui, parce que voilà, c'est Beeple. Enfin, tu vois, un artiste lambda, personne ne va le faire. Donc c'est un peu un risque associé. Arweave, c'est une blockchain qui est designée justement pour mettre de la data. Donc en gros, c'est IPFS, mais avec une blockchain. Et ils ont résolu ce problème-là en faisant en sorte qu'en gros, tu peux miner
de la data, en gros, parce que eux, du coup, ils minent des data, que en prouvant que tu as des blocs du passé. Et donc, en gros, tu peux continuer à faire des sous que si tu prouves que tu as encore la data d'avant, quoi. Et en plus, c'est totalement aléatoire. Donc, en fait, les gens, en gros, tu enlèves ce truc de tu dois payer régulièrement, tu payes qu'une seule fois, parce que tu payes le mineur au moment de minter ta data, on va dire. Et après, lui, s'il veut continuer de faire des sous, il est obligé de prouver qu'il a des transactions d'avant, quoi. Et c'est aléatoire. Donc ça résout un peu ce truc-là, mais ça reste une blockchain. Et en fait, le jour où elle perd de l'intérêt, que le mineur il arrête de faire des sous parce que bah, les gens arrêtent de l'utiliser, et ben, il n'a plus besoin de prouver qu'il a des datas d'avant. De toute façon, il fait plus de sous, il s'en fiche. Donc il peut Ouais. tout jeter. Donc c'est pareil, en fait, tu as quand même ce risque dans le futur de perdre tes données. Et c'est pour ça que dans mon talk, après, je parle de la dernière solution qui, en fait, enfin, c'est plus complexe que ça, mais bref, je dis elle est optimale, qui est la blockchain Ether elle-même, puisqu'en fait, tu as déjà le risque de perdre ton token si jamais Ethereum mourait. Donc pourquoi ne pas lier ce risque avec la data elle-même? Pourquoi rajouter un risque parallèle d'un autre service qui pourrait mourir si tu as déjà le risque que Ethereum meure? Donc dans ce cas-là, autant mettre ta data sur Ethereum directement. En fait, tu réduis tes risques globaux, quoi. Mais tu es limité parce que bah, tu peux pas mettre beaucoup de data sur Ethereum. C'est limité à vraiment peu. C'est pour ça que les trucs génératifs comme du code, etc., ça marche bien parce que bah, du code, c'est du texte et c'est Ouais, très c'est petit. léger. Mais une image, c'est très gros. Donc en fait, évidemment, c'est pour ça que même moi, entre guillemets, j'ai des offres sur IPFS, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir une belle image 4K, etc. Enfin, bon, c'est plus compliqué que ça, encore une fois, mais en théorie, tu peux pas sur Ethereum. C'est très compliqué. Donc, Ok. En gros, sur la partie on-chain, donc, pour toi, il y a que l'aspect, en fait, restrictive en termes de quantité de data qu'on peut uploader. Il n'y a pas aussi un aspect monétaire. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais analysé cette problématique en fait, de où est stocké enfin, les métadatas d'un NFT, donc je suis tombé sur la même conclusion que toi et que, en gros, la partie on-chain, c'est la plus fiable. Mais ce que je ne savais pas répondre jusqu'aujourd'hui, en fait, ce que je ne sais pas répondre, c'est OK, c'est plus fiable, mais par contre, le bémol, c'est que c'est plus cher et combien ça peut coûter en fait de stocker en fait de la data on-chain sur Ethereum. Et après là, le point que je voyais pas, c'était la partie en fait limitative en termes une sorte de limitation technique qui dit qu'en gros, éventuellement, tu peux pas uploader plus de temps de bits. Est-ce que en fait, ouais, après, tu peux contourner. C'est-à-dire que, bah, voilà, hein, pour être factuel, un contrat, c'est maximum 24 kilobits. 24, c'est vraiment pas beaucoup. Mhm. Euh, mais tu pourrais split ton image en plein de petits bouts qui font moins de 24 et ensuite appeler un autre contrat qui, lui, appelle tous ces petits bouts et les concatène, tu vois, et Ok, créer ensuite la belle image 4K, etc. C'est faisable, hein. Ça a été fait d'ailleurs. ok. Mais ça coûte extrêmement cher, en fait, comme tu dis, parce que du coup, tu vas devoir avoir genre 50 contrats à déployer, chacun qui va te coûter 100 balles, donc ça va te coûter 5000 balles. Et je n'ai pas les vrais chiffres, mais c'est à peu près cet ordre-là, quoi. Donc, D'accord. pour un projet artistique one-on-one, ça pourrait se faire, hein, j'y ai déjà pensé, tu vois, faire Oui. un truc 4K fully on-chain, ça pourrait être sympa. Mais à part ce, cet attrait-là de la performance technique, il y a aucun intérêt, en tout cas avec le prix actuel d'Ether. Et, et au-delà de ça, et on a un conflit comme ça, enfin un conflit, il a raison, avec un ami développeur qui m'aide beaucoup, en fait, dans mes trucs, qui est très fort en Solidity et qui explique qu'en fait, si on continue de mettre trop de choses on-chain, il faut dire qu'en fait, quand on parle de mettre des choses on-chain, c'est qu'on les met sur la blockchain. Et en fait, comme on a dit, la blockchain est décentralisée. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que chaque nœud Ethereum ait Mhm. toutes les infos. Sauf Oui. qu'en fait, plus tu rajoutes de data, plus il va devoir avoir d'infos. Et en fait, au bout d'un moment, on va devoir. Enfin, il y a un risque, si tout le monde met trop de data comme ça, tu vois, par exemple des images, etc., qu'on arrive à un moment où, en fait, la fondation Ethereum, tu vois, disent les gars, on a trop de trucs là, faut qu'on augmente le prix de la fonction storage, donc la fonction qui te Mhm. permet de stocker de la data sur des smart contracts, par exemple. Et donc, du coup, ça coûtera plus cher. Par exemple, pour limiter, tu vois,
la taille des Oui. nœuds. Parce qu'en fait, après, ça sera plus décentralisé. Si en fait, il faut un serveur qui fait je sais pas combien de Tera pour avoir un nœud Ether, Oui. c'est plus vraiment décentralisé. Donc c'est pour ça qu'il y a Arweave aussi qui existe, qui est une blockchain spécifiquement pour stocker de la data, et qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, Ethereum n'est pas fait pour et ne devrait pas être utilisé pour. Ouais. Ok. Et est-ce qu'on peut imaginer. Airwave, c'est un layer one? C'est sur. Ouais, oui, oui, c'est un layer one. Est-ce que tu connais des solutions du même type que Airwave en layer 2 de Ethereum? Non, je connais pas, je sais pas si ça existe ou pas, hein. Je dis pas que ça existe pas. Je sais pas recherché, pour être honnête. D'accord. Ok, ok, pas de souci. Non, c'était pour savoir. Ok, très bien. Quand tu as fait ce talk, c'était un format 10 minutes, il me semble. Quel a été le retour en fait de l'audience? Bon, moi, vu que je suis Anon, je suis pas resté très longtemps, donc je suis avec D'accord. un masque, etc. Ok. Mais a priori, positif. En tout cas, le retour au thread Twitter, qui est une adaptation du talk, où là, du coup, j'ai les retours écrits, il est plutôt positif. En fait, tu as deux retours différents. Tu as le retour des gens qui s'y connaissent pas trop et qui, du coup, disent, bah voilà, merci d'avoir expliqué un peu, parce que j'essaie toujours d'avoir une approche didactique, quoi, facile à Ouais. comprendre. Et puis, tu as l'autre retour, plus de gens OG, etc., qui vont soit me dire, bah si, regarde, tu peux renvoyer plus de data que 24 kilobits en faisant, voilà, comme je t'ai dit, la concaténation, etc. Ou alors, comme quoi je FUD, etc. Parce qu'en fait, Ok, je comprends. non, en disant ça, tu dis, et puis le titre de mon thread était un peu controversé, mais c'est justement, c'est pour attirer l'attention des gens, parce que je pense que il y a trop de gens qui pensent que leurs œufs sont on-chain, quoi, qu'elles mourront jamais. Mm. Mais non, non, attention, c'est pas parce que c'est sur Ethereum qu'elle mourra jamais. IPFS, c'est un système différent, ça marche. Enfin, il faut comprendre comment ça marche. Et une fois que tu as compris comment ça marche, après, c'est ton choix de savoir où est-ce que tu vas mettre ton œuvre. Tu vois, moi, là, j'ai sorti un truc il y a pas longtemps sur SuperRare, bah, c'est sur IPFS. Mais c'est parce qu'en fait, il faut savoir comment sont stockées tes choses et après agir en conséquence, faire des Ouais. backups, discuter avec les collectionneurs, lui expliquer que lui aussi devrait avoir un backup, etc. Et moi, long terme, même, j'aimerais peut-être faire, tu vois, j'ai pas encore d'idée fixe, mais on pourrait imaginer une plaque métallique où tu écris tous les bytes de toutes tes œuvres, et ce serait peut-être même plus immutable que sur Ethereum, on pourrait dire. Enfin, voilà, il y a des choses à faire où il y a des gens qui ont, il y a une collection PFP, je crois, qui avait envoyé toutes leurs data tu sais, dans le cercle article, il y a une database comme ça sous la montagne, je sais plus comment ça s'appelle, Non, je connais pas ça. Comment ah, tu bah, dis une database montagne? euh, c'est The Arctic Vault, je crois que ça s'appelle. Tu peux me la Euh, mettre dans le chat, s'il te plaît? Je sais plus si c'est vraiment celle-là, mais en tout cas, c'est le même principe. Ça, c'est GitHub qui a ça. Je crois que c'est ça. En gros, dans le cercle lactique, il y a un grand building comme ça sous la Terre, qui va très loin sous la Terre. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de. Je crois il y a une sorte de radiation, les températures sont constantes. En fait, même s'il y a une catastrophe naturelle, tout ce qui est là-bas, il y a aussi je crois quelques mètres plus loin, ils ont aussi pareil, mais avec des graines de plantes à garder. En gros, l'idée, c'est que voilà, même s'il y a une catastrophe naturelle, ça restera stocké là-bas pour voilà, les générations futures. Donc il y a des gens qui ont mis des collections PFP là-bas, tu vois, par exemple. Et ça, on pourrait dire que c'est peut-être même mieux que on-chain Ethereum, tu vois, par exemple. Je sais pas, ça se discute. Ah, je connaissais pas du tout ce. Mais du coup, en fait, ils le mettent là-bas. Alors, là, je suis en train de lire un petit peu. Alors du coup, c'est plus lié. Comment tu accèdes après, du coup, à cette info, du coup? Bah, du coup, là, ils mettent juste les images, quoi, en gros. Donc, c'est plus lié au token ou quoi que ce soit. Mais au moins, si jamais, je sais pas, parce que j'imagine que leurs trucs sont sur IPFS, si jamais ça meurt, et ben, dans 30 ans, si Ethereum vit encore, tu as encore ton token, il est vide, tu peux aller au Arctic Vault et récupérer le visuel de ce à quoi ton token ressemble, quoi. Et ils stockent ça dans je crois que c'est sur des pellicules, justement, ils prennent pas de carte SD ou des trucs comme ça, parce que les pellicules, ça dure plus longtemps, il me semble. Enfin voilà, il y a tout un truc de stockage super intéressant.
Mais voilà, mais du coup, c'est plus lié à la chaîne, quoi. Là, c'est juste Oui. stocker les images, stocker la data, comment savoir comment tu stockes la data, quoi. Mais il n'y a pas de. Ça pourrait être intéressant d'avoir un nœud Ethereum stocké là-bas, quoi. Pour en gros être sûr que Ethereum lui-même puisse survivre. Je sais pas si ça a du sens, ce que je dis, Si, mais. ça a du sens, ça a du sens. Mais ça a énormément de sens. J'étais juste en train de réfléchir sur l'aspect. Parce que là, la solution, en fait, pour moi, enfin, je connaissais pas ça. Donc, pour moi, c'est plus un sort de backup. Je vois plus comme un sort de backup que comme un sort de, d'outil réel, quoi. C'est plus, en Ah gros, oui, c'est en dernier secours, aller là-bas pour récupérer les infos, quoi. c'est ça. Mais c'est vraiment important parce que enfin, ça peut paraître un peu comme quelque chose qui arrivera jamais, là, ce dont je parle, mais tu regardes les premiers NFT de Xcopy, qui étaient sur Rare Arts Lab, je Oui, crois. oui. Ils sont plus dispo, en fait. Parce que c'était Oui, hosté par, ouais. Tu par le connais la site de Stone. Plasma Beer, la collection Plasma Beer? Non. La collection Plasma Beer, en fait, il y a ce truc-là, je ne me rappelle plus effectivement de la, de l'histoire, mais en gros, c'était listé sur une marketplace. Et en gros, en tous les cas, il y a le système sur lequel c'était. Ah oui, si, je vois lesquels, là. Ok, ouais. Et en gros, ça a fermé sans prévenir. Donc, ils ont essayé de sauver ce qu'ils ont pu. Mais il y a pas mal de. Bon, le token, en fait, le token, lui, il est sur la blockchain. Par contre, toute la partie metadata, en fait, il y a pas mal de choses qui ont été supprimées sans qu'ils aient le temps de sauvegarder. Et donc, aujourd'hui, en fait, sur la blockchain, tu as des plasma beer où, en gros, tu as juste. Tu n'auras juste ce qu'ils ont réussi à sauvegarder en fait. Oui, c'est ça. Et ça, du coup, c'est. Enfin, et en fait, il y a même différents problèmes parce qu'il y a le premier niveau, là, comme tu dis, qui est que le token, c'est-à-dire si OpenSea demande au token à quoi ressemble le token, il ne va plus avoir la réponse. Mais peut-être qu'il y a encore l'utilisateur qui a une sauvegarde, tu vois, sur son ordi. Et donc là, Oui, on pourrait dire, OK, tu peux créer un second token qui, tu sais, le wrap, en fait. Tu pourrais créer une deuxième collection, juste tu changes ce que le smart contract stocke et maintenant tu réuploads tout et ça remarche, tu vois. Et si tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça la nouvelle collection, bon, ça peut marcher. Mais si plus personne n'a de backup, c'est vraiment le pire des cas, quoi. Par exemple, si Xcopy n'a pas le backup, ce qui peut arriver, je veux dire, là, si mon Xcopy, il est connu, donc il y a moins de chance, mais mettons, c'est le futur Xcopy. Il n'est pas encore connu. Il a mis des trucs sur Arribal. Arribal meurt. Tous les trucs IPFS, ils sont down, et lui, peut-être, il meurt aussi entre-temps. J'espère pas, hein, mais voilà. oui, Backup de ses œuvres ces nouvelles œuvres qui étaient sur une autre plateforme deviennent hyper connues, ils dépassent Xcopy, Beeple, etc. Tout, ça se vend à des millions. Bah, ces œuvres qui étaient sur Arrival, qui est mort entre-temps, et ben en fait, personne les a. Personne ne sait à quoi ça ressemble même, peut-être, tu vois. C'est oui. vraiment le pire des cas, mais ça, c'est pas aussi improbable que ça. C'est juste que ça fait que 2 3 ans que ça existe, et donc on l'a pas encore vu, mais ça va arriver, c'est sûr. Et bah, c'est ce qu'il faudrait éviter, quoi, ce serait bête. Après, tu me diras, Yes. c'est comme une œuvre. Enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui disent on devrait faire comme les œuvres traditionnelles. Et en fait, c'est le collectionneur qui est en charge de la maintenance, entre guillemets, de l'œuvre, quoi. Donc, de s'assurer que la data est backup à différents endroits. Et ça a peut-être plus de sens que le créateur, parce qu'effectivement, le créateur, bah, comme je disais tout à l'heure, il peut mourir entre-temps. Et donc, tu peux pas lui demander d'avoir un backup s'il est plus là. Alors qu'en théorie, le collectionneur, bah, enfin, par nature, il devrait encore être là, quoi. Donc, Oui. et être capable de faire des backups et de s'assurer qu'il y a toujours une solution. C'est comme Attends, je ça que je juste. finissais mon talk d'ailleurs en disant peu importe ce que vous utilisez, que ce soit IPFS, centralisé, on-chain, bon, peu importe, en fait, il faut juste être conscient de comment sont stockés tes NFT et après agir en Oui. conséquence, quoi, voilà. Si c'est IPFS, bah, t'assurer que tu as des backups, etc. En gros, c'est ouais, c'est de connaître
les risques associés avec le type de stockage. Mais C'est par ça. définition, le stockage, en fait, si il n'y a pas de notion de redondance, en fait, ben, si tu perds ta source unique et primaire de stockage, ben, en fait, tu n'as plus rien. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça, toujours avoir différentes manières de stocker les data. Et après, bah voilà, c'est un peu comme en cybersécurité, c'est un threat model, quoi, entre guillemets, c'est Oui. selon la valeur de ton NFT, tu vois, ou selon la valeur que toi tu donnes à ton NFT, c'est quelque chose que tu valorises pas trop. Bon, est-ce que tu as besoin d'un backup? C'est une question. Après, si c'est quelque chose que tu as payé 69 millions. Bon, je peux t'assurer que Metapeur, c'est d'avoir des backups un peu partout, tu vois, parce que c'est beaucoup d'argent. C'est logique. Yes. Juste, je vais, par rapport à ce que je disais là sur Plasma Beer, parce que du coup, je lisais en parallèle là, quand tu étais en train d'expliquer ce que tu étais en train de dire. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est ça là, c'est que en gros, ils avaient minté en fait sur une sidechain. En fait, du jour au lendemain, en fait, la sidechain en fait, elle a fermé boutique et Mmh. ils ont juste eu le temps en fait de sauver juste 1500 NFT sur les 300 000 qui existaient. Et donc, en gros, ils ont eu le temps de sauver juste une petite portion de ce qu'ils avaient créé. Mais là, l'idée, c'était pour revenir sur le principe de prendre en compte l'aspect résilience et qui est associé au stockage, quoi. Donc là, c'était pas Ouais, vraiment le stockage et metadata, c'est vraiment le NFT en tant que tel. J'ai oublié le que c'était NFT vraiment lui-même. Ouais, le ça, c'est NFT un autre niveau. ouais, qui était D'ailleurs, là, la en citation, elle est question. de CoinArtist, donc c'est une OG. Donc Ouais. c'est là qu'on voit en fait pourquoi, donc déjà en août 2020, les OG commencent à avoir ce problème-là, quoi. Mhm. Bon, même si là, c'est un autre souci, mais Oui, c'est un je autre pense que cas c'est quelque d'usage, chose mais qui va arriver, qui arrivera à tout le monde à un certain moment, quoi, si c'est pas c'est déjà le cas. évident, c'est évident. Mais après, ça fait partie des top recherches Google, hein. Tu sais, au niveau des NFT, c'est où est stocké mon NFT, ça fait partie des top recherches, hein. Mm. Donc, je pense que cette question légitime, en fait, il y a pas mal de gens qui se la posent déjà, en fait. Donc j'imagine qu'il y a en face des personnes qui réfléchissent en fait à des solutions viables, long terme, etc. Mais ouais, je pense qu'on a bien couvert cet aspect-là. Donc du coup, toi, la manière dont tu approches ton art, c'est pas vraiment, enfin, excuse-moi, c'est réducteur, mais t'es pas trop focalisé en fait sur la partie on va dire, design. Toi, c'est vraiment, en fait, la performance, elle est, ton art, en fait, c'est la performance de ce que tu peux faire avec du code. Ouais, en fait, c'est un peu les deux. J'essaie justement d'allier les deux et d'avoir toujours ce que je disais tout à l'heure, le fond et la forme, quoi. Je veux pas D'accord. juste un beau visuel, j'espère un beau visuel même si des fois je peux le sacrifier au profit de la performance, mais j'essaie toujours d'avoir un beau visuel qui va avec du fond, donc soit de la forme, donc soit une performance, soit, je sais pas, une technique de NFT intéressante, enfin ça dépend. D'accord. Et du coup, sur la partie design pur, tu utilises quoi comme outil? Euh, J'utilise pas mal de choses, j'utilise Photoshop, Figma, Blender, papier crayon. Là, Ok. je suis en train de préparer un objet physique là. Donc là, c'est de l'électronique, tu vois, par exemple. Ok. Euh, donc pas mal de choses. Ok. Je me limite pas. C'est comme dans le code en fait. Je cherche plutôt ce que je veux faire et après je regarde ce qu'il me faut pour faire ce que je veux faire, plutôt que l'inverse. D'accord. Et du coup, tu as envie de tester un peu tout ce qui se fait, donc un peu le un pour un, justement les 10 000, les collections à 10 000 tokens. Tu veux tester un peu tout ce qui se fait ou tu as plus ou moins déjà une approche nichée? Alors, de base, moi je suis très one-on-one, donc objet unique. Mais j'ai fait quelques collections je crois le maximum c'était 800.
Ok. Euh, c'est pas, en fait, c'est plus des, par exemple, les 800, j'avais créé un jeu énigme, et quand tu résolvais les énigmes, en fait, tu obtenais des tokens. Donc, c'est pas D'accord. spécialement que j'ai choisi que ça devait être 800, c'est juste que le nombre de gens a fait que c'était 800, quoi. Mais c'est pas, je suis pas fermé aux multiples éditions. Je crois qu'au contraire, c'est en tant qu'artiste, c'est très compliqué de d'atteindre une grosse audience si tu restes sur des one-on-one. Euh, Parce que bah, on n'est pas dans un monde idéal en fait. At the end of the day, comme ils disent les Ricains, les gens parleront plus de toi s'ils ont un token à toi. Tu vois, c'est Oui, malheureux, mais c'est comme ça. oui, oui. Après, c'est encore mieux si ce token, tu vois, il est beau ou alors tu vois, il y a une performance artistique derrière. C'est ce que moi j'essaie de faire, de ne pas juste faire des tokens, juste de la spéculation. Mais, euh, mais en fait, oui, les communautés se font beaucoup autour comment dire, des intérêts communs, quoi. Donc moi, D'accord. je suis très one-on-one, mais j'ai quand même quelques collections. Et puis après aussi, par exemple, là, j'en ai une sur Nifty Gateway qui va sortir. Euh, donc là, par exemple, en parlant de stockage, tu vois, ça pourrait être intéressant aussi. Mais bah, justement, donc ça sera une open edition notamment. Mais justement, le drop, il a tout un. C'est une sorte de jeu, quoi. Donc là, ça reposera sur la théorie des jeux, justement, mais c'est des choses. Je sais pas de juste faire un visuel, c'est toute l'expérience de Mint, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup de packs aussi, c'est parce que. Enfin, je fais pas pareil que lui, donc je fais des choses. Je travaille plus avec les contrats. Mais je pense que c'est le même mindset d'essayer de regarder ce qui est spécifique à la blockchain et au NFT. Tu vois, par exemple, si je mets en contraste avec Beeple qui va juste, entre guillemets, faire de l'art digital, qui va juste, entre guillemets encore, hein, utiliser les NFT comme étant c'est pour ça que je parlais de cadre, hein. Si on compare à une peinture, un Mhm. cadre dans lequel lui, il va mettre sa peinture, Oui. euh, alors que moi, c'est ce que j'ai mis aussi en bio Twitter, je considère le token, les NFT, comme étant un canvas sur lequel on peint, quoi. Voire la peinture même, on pourrait dire. C'est hyper clair. Est-ce que tu aurais des... Là, je suis désolé parce qu'en termes de temps, je t'avais annoncé, donc là, on est au-delà du temps. Est-ce que tu as du temps supplémentaire devant toi ou est-ce qu'on Oui, peut oui, moi, déborder un petit peu pas de souci. Ouais. Euh, quels sont les conseils que tu donnerais en fait à bon, premièrement, à une personne qui se lance, un artiste qui veut utiliser les NFT, qui veut se lancer? Quels conseils tu lui donnerais? Euh, alors, le premier conseil, ce serait et c'est vrai qu'il n'y a pas encore de bonnes ressources, je pense. Mais vu qu'il n'y a pas de bonnes ressources, bah, ce serait d'aller sur Twitter et de demander, ou, que ce soit à moi ou à d'autres, hein, mes DM sont ouverts. Euh, Surtout côté comment minter, comment s'assurer que je vais pas me faire scam, etc. Donc plus des côtés cybersécurité, quoi. Parce qu'en Mhm. fait, surtout pour les artistes qui vendent leurs NFT, souvent ils connaissent pas le milieu crypto et ils se rendent pas compte que tu es ta propre banque, quoi. Et Mhm. donc ça sous-entend aussi tous les risques que les banques elles-mêmes ont, hein, c'est-à-dire sécuriser leurs sous. Euh, et qu'en fait, si souvent on me parle de est-ce que je me suis fait hacker, est-ce que tu peux m'aider? Mais non, en fait, il n'y a rien à faire, hein. Une fois que tes sous sont sortis de ton wallet, C'est ils sont fini. sortis de ton wallet, quoi. Donc voilà, c'est plus des choses comme ça que je conseillerais de regarder pour les artistes traditionnels, entre guillemets, qui rentrent dans le monde du crypto. Sachez avec quoi vous commencez, quels sont les outils que vous utilisez et qu'est-ce que ça implique. Un minimum au moins, hein, je ne demande pas d'apprendre à coder, mais juste voilà, avoir un ledger si on fait une grosse vente. Si on ne fait pas une grosse vente, c'est pas très grave, mais en fait, à partir du moment où l'argent qu'on a, si on le perd, ça peut nous faire mal. Euh, eh ben, il faut avoir un ledger. Donc voilà, premier conseil. Après, au-delà de ça, pour les gens qui veulent vraiment aborder les NFT plus comme moi je le fais, c'est-à-dire innover, etc., bah, je dirais bah, faut apprendre à coder, il faut essayer d'être curieux et de comprendre comment les NFT fonctionnent vraiment, comment la blockchain fonctionne, et trouver des choses intéressantes qui n'ont pas encore été faites. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire
Il y a beaucoup de choses que moi non plus je connais pas, mais je vais juste donner un exemple de choses que j'aime bien, que j'ai vu il y a pas trop longtemps. Il y avait un mec qui avait créé un NFT où la transaction de création du NFT a pris tout un bloc. Ah Euh, bon. ouais. Donc, en fait, c'est la manière dont coder le contrat. En gros, pour ceux qui connaissent pas, dans la blockchain, les transactions sont traitées par bloc, c'est-à-dire que je vais pas, un ordinateur, un nœud d'Ethereum va pas traiter juste une transaction, il va en traiter un bloc de, je sais pas, une trentaine, cinquantaine, alors beaucoup plus normalement, peu importe. Et donc là, le gars avait créé le truc d'une manière à ce que tout le bloc était réservé. Et donc il a appelé son NFT le bloc, quoi. Et donc, il est lié au bloc avec une ID bloc numéro 30, par exemple. Donc ça, je trouve que c'est une Ok. performance intéressante. Donc ça serait par exemple ce que moi j'utiliserais comme forme. Et après, il faudrait allier ça à un fond. Et ça pourrait faire une œuvre d'art intéressante où tu peux justifier en fait l'utilisation de cette technique avec un narratif qui va avec. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à faire super intéressantes. Et certes, la majorité des gens ne comprennent pas encore. Et c'est normal parce que tu vois, c'est comme si sur Internet, dans les années 2000, Oui. tu parlais je sais pas, juste d'URL, les trois quarts des gens n'auraient pas compris. Alors qu'en fait, aujourd'hui, si tu parles d'un lien, quoi, ou d'un URL, tout le monde sait ce que c'est. C'est-à-dire, Oui. ma grand-mère, elle va savoir ce que c'est un lien, quoi. Euh, et ça va venir avec les NFT. Les gens vont commencer à comprendre ce que c'est un smart contract, vont commencer à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Certes, ils ne sauront pas comment coder, mais ils vont savoir, ils vont commencer à comprendre l'intérêt, en fait, de ce qu'on fait, je pense. Yes. Le nom là du token, c'est le bloc. Ah, j'ai plus le nom en tête exactement, mais D'accord. je Après pense qu'on ça, a... quand tu l'as exprimé, en fait, moi, ça m'a fait penser à la collection Crypto Arte. Je sais pas si tu Mhm. connais. Crypto Arte. Ça me dit En quelque gros, c'est une chose. collection de 2018 où, en gros, les tokens représentent en fait des blocs de la blockchain et je crois que c'est sur une période de un an de blocs ou 6 mois. Dans tous les cas, ça m'a fait penser à ça. Ah oui, c'est assez vieux, ça aussi, je crois. Ouais, c'est un projet de 2018. 2018, ouais. Ouais. Oui, bah c'est pas la même chose, mais c'est super intéressant et c'est un peu le truc que je veux dire où, en gros, pour l'instant, ce qu'on utilise beaucoup, c'est des, des visuels et on met juste des images, mais on n'utilise Oui, pas. je comprends, j'ai compris ce que tu as voulu dire. C'est en gros, il n'y a pas assez d'expérimentation pour pousser la technologie en fait à ses retranchements, quoi. C'est vraiment en fait une utilisation un peu pas primaire, mais en gros un peu commune. Et en gros, il n'y a pas assez d'expérimentation pour défraîchir et vraiment voir jusqu'où on peut aller avec. Bon, il y en a, hein, il y en a, je sais pas s'il y en a assez ou pas, je veux pas être juge de ça, mais oui, en gros, il y a, en tout cas, ce qui est mainstream aujourd'hui, par exemple les punks, Oui, Bored Ape, etc. Enfin, surtout les punks, c'était ça il y a longtemps. Ils ont défraîchi il y a longtemps, en fait. Mais aujourd'hui, la collection n'a rien de spécial, quoi, au contraire. Et donc, j'imagine que les collections de demain, dans 3 à 4 ans, elles auront quelque chose en plus mhm. qui peut-être existe déjà aujourd'hui sur des one-on-one ou sur des expérimentations. Tu vois. Ouais. Mais c'est tout le concept de l'innovation, quoi. Hein. L'idée, c'est pas d'inventer quelque chose, c'est de trouver une nouvelle application à une invention, quoi. Yes. Dans le même registre, quel conseil tu donnerais en fait à une personne qui s'est déjà lancée et qui a, imaginons, déjà une communauté, qui fait déjà des ventes, etc., qui est un peu plus, c'est pas un novice. Quel conseil tu lui donnerais à cette personne? Moi, je sais pas si j'ai des conseils à lui donner dans ce cas-là. Mais honnêtement, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Ok, Si j'avais une recette, je serais pas là où je suis. Mais non, non, si déjà on a une communauté et on survit surtout de nos jours, non, c'est très bien. ok, parfait, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu ne savais pas il y a 6 mois, par exemple? Tu veux dire spécifiquement lié au NFT? Ouais, ouais, c'est en fait la discussion envers Spotlight, c'est vraiment focus NFT. Donc c'est Hmm. vraiment en fait autour de ces choses-là. Ouais.
Après, c'est un peu large, désolé, mais c'est plus sur l'idée de, en gros, labelliser autrement. La question, c'est en gros, quels sont quel est ton plus gros retour d'expérience? Oui, mais c'est pour ça que je demandais NFT, parce que côté crypto, en fait, ces derniers mois, j'ai essayé de plus. Enfin, je pense que c'est OK, parce que c'est en lien quand même avec les NFT, mais voilà, de plus comprendre comment les stablecoins, etc. fonctionnent, parce que voilà, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les artistes et en fait tout le monde, je pense, dans le milieu NFT, pour mettre en sécurité ses sous. Donc, ouais, je dirais les stablecoins. Voilà, par exemple, D'accord. bah, aussi, un conseil peut-être pour les artistes établis qui n'utilisent pas de stablecoin, bah, utilisez-en et surtout, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des outils qui pour toi, si on parle d'outils, est-ce qu'il y a des outils qui pour toi sont incontournables? Il y a des choses qu'en gros, il faut avoir dans sa boîte à outils. En tant qu'artiste NFT, En tant que ouais, artiste, collectionneur, c'est un peu large. Donc disons artiste, en tant qu'artiste. Etherscan, je pense que en fait, peu importe collectionneur, artiste, c'est un site web pour ceux qui connaissent pas, c'est un explorateur de blockchain. Mais en gros, Mhm. ça vous permet de. En fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que je suis dans un groupe là avec pas mal de Français et j'ai vu beaucoup de trucs dernièrement, genre ah j'ai pas reçu tel Ether après telle vente. Et en fait, j'ai été regarder et j'ai dit mais si, ils sont là, etc. En fait, c'est ne vous reposez pas trop sur les interfaces utilisateurs qui sont données par OpenSea, MetaMask ou d'autres choses. Je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe vraiment sur la blockchain parce que vous pourrez vraiment comprendre. C'est toujours un peu le même truc, hein, c'est comprendre comment ça fonctionne derrière. Et il n'y a pas besoin de savoir coder, hein, c'est juste des transactions. Ça va de A à B. Et voilà, et ça permet de suivre. Bah voilà, par exemple, j'ai reçu tel Ether. Par exemple, si j'ai fait une vente à un Ether sur Super Rare, mettons, je m'attendais à recevoir un Ether et j'ai reçu moins que ça. Bah, en fait, je peux aller sur Etherscan, regarder la transaction et je vois, ah bah oui, il y a 0,2 Ether qui a été à Super Rare. J'imagine que c'est une commission, tu vois. Mhm. Et ça, en fait, tu le verras pas sur MetaMask. Tu vas juste voir ce que tu as reçu. Donc, je pense Oui, que c'est intéressant de savoir ce qui se passe, que tu sois artiste, collectionneur ou juste curieux. parfait. Je suis totalement en phase. En fait, c'est un explorateur de ce qui se passe sur la blockchain Ethereum. Donc, du coup, tu as t'as la lisibilité complète. Bon, peut-être que tu as répondu pour les deux, parce que là, je l'adressais pour partie artiste. Collectionneur, donc il y a Etherscan. Est-ce qu'il y a un autre outil en étant collectionneur qu'on doit avoir dans sa boîte à outils? Bah, je veux pas shield quoi que ce soit, mais moi j'utilise Zapper. Je trouve que c'est bien pour agréger les trucs. Mais après, voilà, n'importe quel agrégateur de NFT, de crypto, juste pour garder un œil sur ce que tu as. Je pense en tant que collectionneur, c'est intéressant. Et sinon, pour découvrir. Si, ouais, l'outil indispensable, bah, c'est Twitter. Excuse-moi, pour les deux d'ailleurs. Pour les deux. Non, parce que je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent encore où est-ce que ça se passe, les NFT, etc. Bah, c'est Ouais. sur Twitter, hein. Il y a tout Et sur Twitter. il y a Twitter et pas, tu t'évoques pas Discord? Si, mais ça dépendra des Discord. Et il y a des gens qui sont énormément sur Discord, voire plus sur Discord, ou il y a Ok. même des gens sur Telegram d'ailleurs. Mais je pense que le gros, c'est sur Twitter. Moi, j'utilise Discord pour être honnête en tant que backup de Twitter, voilà, parce que j'aime pas trop le fait que ce soit centralisé. Et, bah, voilà, le jour où tu te fais ban de Twitter, hein, comment tu fais en tant qu'artiste si t'as pas d'autres communautés? Il faudrait toujours, voilà, hein, comme tout à l'heure, hein, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je crois que Discord, c'est beaucoup utilisé par les collectionneurs aussi, parce que même si c'est peut-être de moins en moins, parce qu'il y a trop de Discord, mais bah, parce qu'il y a beaucoup d'alpha qui est donné dedans. Voilà, si tu as un groupe de potes, tu peux te parler en privé peut-être plus facilement que sur Twitter. Et Telegram, je pense que c'est le même principe. Donc peut-être plus pour les collectionneurs que pour les artistes, Discord et Telegram. Quelle autre question je voulais te poser? En termes sur la partie hacking, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu as envie de communiquer? Pardon? Sur, en- sur, sur,
quelles seraient les bonnes pratiques que tu communiquerais sur l'aspect sécurité? Tu as déjà évoqué en fait le fait d'utiliser un hardware wallet, de comprendre comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que aimerais, que tu souhaiterais évoquer? Oui, bah, du coup, au-delà du hardware wallet, c'est essayer de lire les transactions quand on signe. Je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire, c'est facile à le faire une fois ou deux fois, mais le faire à chaque fois qu'on signe, c'est pas facile. Mais je pense que c'est important. Et l'idéal, voilà, surtout si on a une grosse collection, c'est d'avoir un ordinateur différent pour surfer, etc. Et l'autre pour transactionner, on va dire. Yes. Mais bon, là, on parle de niveau. Je veux dire, si quelqu'un a une collection aussi importante que ça, il aura les ressources pour savoir où regarder. Mais voilà, Ouais. si vous avez, enfin après, je sais pas, hein, il y a peut-être des nouveaux investisseurs qui connaissent pas trop et qui vont acheter tout de suite un Clonix ou des trucs comme ça et qui vont mettre ça dans un hot wallet, mais bon, j'espère pas pour eux. Ok. Bon, là, ça fait 1h20, donc je vais pas te manger toute la Désolé. journée non plus. Donc, non, c'est surtout pour, enfin, c'est moi, c'est au niveau de ton temps, en fait. Parce que, en fait, moi, je trouve la discussion vachement intéressante. Donc, j'aurais plein d'autres questions à te poser. Mais bon, je vais faire le choix de stopper la discussion pour respect pour ton temps. J'aurais juste deux dernières questions. Donc, la première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais évoquer que je n'ai pas donné l'opportunité d'évoquer? N'hésitez pas à regarder mon Twitter, je dirais, parce que en gros, c'est là où il y a tout, quoi. Donc, Ok. C'est @Naiko. ouais, avec deux I, Nahiiko. Et Ok. le premier post qui est pinned, c'est justement un post que j'ai fait. En gros, j'ai pas de portfolio. En fait, c'est Twitter en portfolio. Donc, le premier post, il y a toutes mes œuvres que je trouve intéressantes, qui sont expliquées dans un thread, un gros thread. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez les NFT intéressants, quoi. Ok. 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 Bon, c'est parfait. Donc là, j'ai mis ton Twitter, donc il est apparent. Et moi, dernière question. Donc là, c'est plus personnel. Donc, Naiko, pour toi, c'est quoi un NFT? Bah, c'est un nouveau canvas. C'est un. Je me souviens plus du nom français, mais c'est une nouvelle toile, par contre. Voilà, c'est une nouvelle toile sur laquelle on peut peindre, euh, tout simplement. Ok, parfait. Ben, ça me va. Si c'est ta définition, ça me va. En tous les cas, merci beaucoup pour ton temps. Désolé, j'ai empiété sur ton perso. J'ai trouvé la discussion vachement intéressante. J'espère que ça t'a pas trop dérangé, qu'on n'a pas plus parlé en fait enfin, le côté artistique pur, mais de mon point de vue et de ma compréhension de ta personne, en fait, la discussion qu'on a eue en fait tout autour des cas d'usage, etc. De ton point de vue, en fait, c'est de l'art également. Donc, du Oui, coup, donc, ok, ben, c'est nickel. il n'y a pas de souci, Donc, c'est parfait. nickel, ben, j'ai bien représenté qui tu étais en tant qu'artiste. Merci pour ta venue dans Robert Spotlight. Euh, Merci pour toutes les infos que tu as partagées. C'était vraiment un bel épisode de mon point de vue. Beaucoup d'informations. Et merci encore une fois. Et puis, ceux qui regardent l'épisode, ben, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao!